Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on retrouve Delphine au micro, une maman française installée en Afrique du Sud depuis 7 ans. Elle nous raconte son background familial, issu d'une famille d'expatriés, ainsi que son mari aussi, et leur volonté de venir s'expatrier dans ce pays qui est tout au sud du continent africain. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour Delphine. Bonjour Cindy. Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Je t'en prie. Alors, j'aimerais bien, avant qu'on démarre, que tu te présentes, que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille. Bien sûr. Donc, je m'appelle Delphine Bourg. J'ai 44 ans et je suis installée en Afrique du Sud depuis 7 ans avec ma famille, qui est mon mari et mes 2 filles de 13 et 15 ans. Et j'ai aussi mes D'accord. beaux-parents qui se sont installés avec nous il y a 3 ans et demi maintenant et qui vivent près de nous ici en Afrique du Sud. Ah, tu les as conditionnés? Oui, enfin, ma belle-mère, quand elle est venue nous visiter la première année, a adoré le pays. C'est une ancienne africaine et du coup, elle a désiré passer sa retraite ici en Afrique du Sud. D'accord, bah ouais, ça me paraît être un beau projet. Oui, tout à fait, ouais. Alors, j'aimerais bien, avant que tu nous parles d'Afrique du Sud, qu'on se fasse une rétro européenne dans ton cas, à savoir un peu toi, ton background familial. Parce que tu m'expliquais en off que par exemple ton père était militaire et que vous étiez amené à vous déplacer beaucoup pendant que tu étais jeune. Absolument, Non pas que oui. tu sois plus jeune, pendant ton enfance. Exact, enfance et adolescence. Oui, en fait, mon papa était dans les troupes de marine, ce qu'on appelle dans l'armée de terre, et donc il était amené à partir à l'étranger 2 ans et à passer 3 ans en France. Donc c'est ce que moi j'ai vécu de ma naissance à mon bac. Voilà, donc j'ai vécu 2 ans au Cameroun, au Congo, à Tahiti, en Guyane. Et puis, j'ai passé mon baccalauréat au Congo, Brazzaville. Ah oui, donc très orienté Afrique. Du coup, tu nous as fait globalement tout le continent là. Oui, enfin bon, je suis pas restée très très longtemps. En l'occurrence, pour mon baccalauréat à Brazzaville, je suis restée qu'1 an, puisque une fois que j'ai eu mon bac, je suis rentrée. Mais du coup, on a eu D'accord. le goût du voyage, je pense, toute la famille. Et c'est vrai qu'après 15 ans passés en région parisienne, de par mes études et mon début de vie maritale avec Alexis, au bout de 15 ans, on avait l'envie de quitter la France et d'aller un petit peu à l'aventure, sachant que mon mari, lui, a vécu 14 ans en Afrique quand il était jeune. D'accord. Voilà. Bah écoute, ça me fait une très belle transition. Alors, où est-ce que vous vous êtes rencontrés? En France? Et quel Alors est oui, lui son background culturel? oui, bah, c'est assez rigolo parce qu'en fait, donc lui a vécu 7 ans au Congo-Brazzaville. Et donc, en fait, sans se connaître, on s'est croisés à Brazzaville quand lui est revenu en vacances là-bas, puisqu'il n'a pas passé son bac en Afrique, mais en France. Et puis, ce sont nos meilleurs amis, en fait, à lui et à moi, qui étaient ensemble en France et qui nous ont présentés. On adore ses meilleurs potes, hein. Même C'est si, toujours, ouais, oh là là. ouais, même si malheureusement, on s'est mariés tous les quatre, enfin tous les quatre par deux forcément, mais on s'est mariés la même année. Oui, bien sûr, par pair. Malheureusement, ouais, voilà, malheureusement pour eux, Ouais. ils sont divorcés aujourd'hui, mais voilà, ouais. Bon, bah c'est à vous de prendre le relais et à de leur trouver respectivement quelqu'un, quoi. Oh, je crois que c'est fait déjà, c'est fait. Ah, my bad. Ouais. Ok. Alors, donc vous passez vos premières années de couple, j'imagine, en France. Oui. À quel moment vous décidez d'étendre la famille? Écoutez, on s'est connus en 2002, on s'est mariés en 2004. L'aîné est arrivé en 2005 et la deuxième en 2007. Ah oui, ok, donc on enchaîne les années, tac, tac, tac. Oui, mais on s'est Et arrêté à deux. ça me paraît déjà un bon nombre et beaucoup d'énergie. Oui, absolument, C'est oui. 2 petites filles, c'est ça? Oui, Oui, c'est 2 2 filles, filles. oui, oui. Et alors, quelle langue vous avez décidé d'établir à la maison? Donc en fait, du coup, mon mari qui lui a une maman anglaise et un papa français,
Et donc, pour lui, ça a été l'anglais avec sa maman et le français avec son papa toute son enfance et son adolescence, et encore aujourd'hui en l'occurrence. Du coup, nous, on a décidé, même si nous nous sommes connus en français, D'accord. on a décidé que ce serait l'anglais pour papa et le français pour maman, dès la naissance. Donc aujourd'hui, elles sont bilingues puisque mon mari leur a toujours parlé en D'accord. anglais et moi toujours en français. Et quand vous communiquez à table, vous êtes en français? Bah, j'ai mélangé puisque mon mari leur parle en anglais et moi je leur parle en français. Et entre mon mari et moi, on se parle en français. Et vous les laissez dans des institutions françaises? Donc elles sont nées en France toutes les deux. Donc elles ont commencé en fait en école Montessori bilingue. OK. Parce qu'on souhaitait qu'elles aient un peu plus d'anglais, parce que mon mari était souvent en déplacement, donc il leur apportait pas suffisamment d'anglais, même si elles regardaient toute la télé en anglais et les livres en anglais et tout ça. Mais on pensait que c'était pas suffisant, donc elles ont fait leurs premières années de maternelle en anglais, et après elles ont basculé sur une école privée française en France. Arrivées ici en Afrique du Sud, elles sont allées à l'école française, et en fait, c'est assez récemment que pour notre aînée, on a décidé de la basculer sur le système sud-africain anglophone. Donc, elle y est arrivée en fin de grade 8, qui est, je crois, la quatrième, si je ne dis pas de bêtises. Et C'est 13 ans, c'est puis, ça? oui, c'est ça, oui. Exact. Et la petite sœur, eh bien, elle a intégré l'école sud-africaine en fin de grade 7, donc fin de cinquième. Et donc aujourd'hui, elles OK. sont toutes les deux en école sud-africaine anglophone pour préparer l'international baccalauréat. D'accord. Et alors, d'où vient cette décision de partir en Afrique du Sud? Parce que j'imagine que c'est quand même un pays assez atypique pour des Français, enfin pour des familles. Bah, en fait, mon mari travaille dans le conseil et sa boîte à l'époque lui a proposé 3 pays au choix pour pouvoir émigrer, puisqu'il avait souhaité, il avait demandé à sa société s'il pouvait partir à l'étranger. Pour être honnête, on nous avait proposé le Canada, l'Afrique du Sud et Dubaï. Et j'avais dit niet pour l'Afrique du Sud parce que parce que quand on vit en Europe et qu'on entend ce qui se passe en Afrique du Sud, c'est vrai que ça fait très peur. Et Mhm. puis avec 2 filles, j'étais absolument pas rassurée de partir. Et puis finalement, il s'est avéré qu'à la conclusion, il nous restait que l'Afrique du Sud comme choix. Donc je me suis un petit peu renseignée avant de partir, et puis j'ai dit à mon mari, écoute, on y va, et puis on verra, puisqu'au départ c'était juste un détachement de 2 ans. Et donc quand on est arrivé, ça s'est décidé très rapidement, en l'occurrence, ça a été très rapide. Et puis quand on est arrivé, au bout de 6, 8 mois, mon mari et moi, on s'est dit, bah écoute, si tu peux rester plus longtemps, on reste. Quelle était ta profession, toi, quand tu étais en France? Donc moi, je suis infirmière de profession, mais juste avant de partir, je ne travaillais pas. En fait, je suis quasiment mère au foyer depuis la naissance de mes filles, et j'ai travaillé 1 an en tant qu'infirmière scolaire quand elles étaient petites en France. J'avais passé mon concours pour être infirmière scolaire dans l'éducation nationale. Et en fait, j'ai jamais pris mon poste parce que j'avais un mari toujours absent, et donc c'était un petit peu compliqué de gérer tout ça en région parisienne. Et Oui. du coup, j'ai arrêté de travailler. Et puis ici, l'année dernière, j'ai travaillé 1 an à l'école française ici comme infirmière scolaire aussi. Mais mon contrat n'a pas été renouvelé, donc du coup, j'ai arrêté. D'accord. Donc tu n'avais pas de problématique à toi à essayer de transférer à droite à gauche des diplômes ou une profession. Je veux dire, tu partais en Afrique du Sud en te disant, bon, bah, je trouverai un travail potentiellement sur place, ou bien je m'occuperai de la sécurité de mes 2 enfants. Ça faisait un moment que je travaillais plus en France, et honnêtement, c'est moi qui avais demandé à mon mari d'être mère au foyer, de rester à la maison pour m'occuper de mes enfants parce que lui, il était toujours absent. Donc en arrivant ici, je me suis absolument pas posé la question de savoir si je retrouverais un travail ou pas. L'opportunité m'a été donnée l'année dernière de, D'accord. de travailler, mais c'était absolument pas une inquiétude pour moi par rapport à mon travail. Je partais pas en me disant, il faut que je trouve quelque chose en arrivant. Absolument pas.
Ok. Mais alors, comment tu appréhendes justement de partir dans ce pays? Parce que, comme tu le mentionnais, c'est vrai qu'on a une image assez négative, notamment en termes de sécurité, de crimes, en Afrique du Sud. Comment tu appréhendais, toi, de partir avec toute ta famille là-bas? L'envie de découverte a été beaucoup plus fort que mes craintes, je dirais, même si avant de partir, ça me stressait énormément parce que je me disais, bah voilà, comment on va vivre là-bas, comment ça se passe. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir ma cousine qui est arrivée 6 mois avant moi en Afrique du Sud et j'ai pu lui poser beaucoup de questions, lui demander comment ça se passait et du coup, elle m'a beaucoup aidée par rapport à tout ça. Et je suis pas d'une nature stressée en fait par rapport à la sécurité. Je vis pas dans l'angoisse permanente de ce qui peut arriver. Je suis consciente des risques. Oui, enfin au tout départ, j'étais stressée parce que j'entendais, bah voilà, la criminalité, qu'on vivait dans des maisons barricadées et compagnie. Et puis bon, en fait, je me suis dit, bah, après tout, pourquoi pas? Ça peut être une expérience pour tout le monde. Il y a bien des gens qui y vivent tous les jours. Pourquoi est-ce que nous, on pourrait pas le faire aussi? Oui, et puis comme tu disais, c'était un contrat de 2 ans de base, c'est ça? Oui, absolument, oui. Ouais. Oui, oui, donc je me suis dit aussi, bon, bah, si Et ça me là, plaît donc, du coup, pas. ça fait combien de temps que vous êtes ici? Ben là, on a fêté nos 7 ans le 26 décembre. Voilà. Ouais, donc c'est un beau bilan quand même. Bah oui. Mais alors, attends, ça fait combien vous êtes directement sur la capitale ou vous êtes dans une ville à côté? Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a Johannesburg, donc qui est la grosse ville. Mais en fait, Johannesburg, à la fin de l'apartheid, a été vidé de sa population blanche et a été envahie et squattée par la population noire. Donc en fait, toute la population blanche est sortie de Johannesburg et s'est installée autour. Ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, on a un hub qui s'appelle Sandton, qui s'est construit très vite. Et aujourd'hui, la population blanche et noire aisée se retrouve dans ce Santon qui est à peine 5 km du cœur de Johannesburg, en fait. Ouais. Donc tu habites en fait près de Johannesburg, c'est ça, près de la capitale, mais pas dans la capitale elle-même, c'est bien ça? Exact, oui. Mm. Ok. Et alors, comment ça se passe votre arrivée sur place? Est-ce que donc du coup les clichés si négatifs qu'on a de ce pays, est-ce qu'ils se sont avérés être vrais? Eh bien, je touche du bois. Personnellement, on n'a jamais eu de soucis depuis 7 ans qu'on est là. Il y a eu des histoires autour de nous, oui. Il y a eu des braquages, il y a eu des vols, il y a eu des meurtres. Mais quand on est arrivé, en fait, on a eu la chance aussi d'avoir été pris en charge par la société de mon mari, qui nous ont beaucoup aidés pour tout ce qui était de trouver une maison, de trouver une voiture, de mettre en place tout ce qui était téléphonie, accès Internet et tout ça. Donc, on a été quand même assez cocoonés quand on est arrivé. Et Ok. puis, on a été mis tout de suite dans ce secteur, en fait, dans cette ville Santon qui est la ville des expatriés. Ok. Il y en a aussi à Pretoria qui est un peu plus haut, mais voilà, on a été assez, oui, je dirais effectivement cocooné parce qu'on a bien été pris en charge. Donc au début, bah tu te dis oh c'est chouette parce que c'est des grandes maisons, c'est plein de verdure, il y a des fleurs partout, les routes sont en bon état, il y a des belles voitures. Donc tu te dis bah ouais mais du coup elle est où la criminalité là parce que en fait on a l'impression d'être dans une ville européenne et la Ouais. pauvreté tu la vois plutôt à l'extérieur dans les rues au niveau des feux où tu as des mendiants qui demandent toujours de l'argent ou à manger. Les quartiers, ce qu'on appelle les townships, donc les quartiers défavorisés, sont à l'extérieur de la ville, ils sont pas en ville. Et du coup, c'est vrai qu'au début, quand on arrive, on se rend pas trop compte de tout ça. C'est petit à petit qu'on le découvre. Et puis moi, je l'ai découvert aussi plus en osant aller m'aventurer un petit peu dans des quartiers bah, où les blancs n'ont pas peut-être forcément l'habitude d'aller. C'est ça, ça allait être ma question. Ça allait être ma question, c'est quand vous sortez. Alors en fait, j'imagine que quand tu arrives, tu restes dans ce hub et est-ce qu'il y a même des gens qui en sortent? Enfin, je veux dire.
Est-ce que tu vis cloîtré entre 4 murs dans ce hub ou bien est-ce que tu vas quand même faire des visites de la ville en elle-même ou même du pays en lui-même, hein? Oui, alors en fait, si, il y en a qui souhaitent pas trop s'éloigner de leur confort, de l'endroit où ils vivent. Bon, il faut savoir aussi qu'en tant qu'expatrié, bon, typiquement francophone, par exemple, on essaye de se regrouper autour de l'école française parce qu'il faut savoir qu'ici le trafic il est infernal et donc du coup on essaye d'être relativement proche de l'école française, donc ce qui fait qu'en fait la communauté se retrouve assez concentrée au même endroit. Il y a des gens qui souhaitent pas sortir. Maintenant, après, on a Mmh. une fantastique association qui s'appelle Je Beau Raccueil et donc qui regroupe la communauté française et qui organise des sorties, je dirais presque dans tous les endroits. Donc ça, c'est chouette parce que ça permet aux gens de pouvoir, et à moi en l'occurrence, d'avoir pu découvrir la ville, mais sous différents aspects, c'est-à-dire la visite de Soweto, la visite du township d'Alexandra, la visite de l'ancien, de Johannesburg, ce qu'on appelle le CBD, qui est l'ancienne ville en fait, qui est encore active, mais effectivement les expats ne vont pas s'installer là-bas. Donc c'est vrai que cette association pour ça, elle est géniale. Et après, dans le pays, une fois qu'on sort des grandes villes, honnêtement, dans le pays, on se sent en sécurité. On peut visiter le pays en long, en large et en travers. Et c'est génial, quoi, parce qu'il y a beaucoup de choses Ouais. à voir. Et là, on a fait 3 semaines de road trip début décembre, juste avant Noël, avec les filles. On est parti 3 semaines en voiture avec notre voiture et on a découvert des endroits magnifiques. Mais alors, est-ce que tu sais, parce que je suis désolée, j'ai aucun backup politique par rapport au pays, mais alors qu'est-ce qui explique cette hausse de criminalité dans ce pays? Écoute, la pauvreté, essentiellement. À la fin, donc en fait, jusqu'à la fin de l'apartheid, le gouvernement était blanc. Fin de l'apartheid avec Nelson Mandela, donc le pouvoir est passé aux Noirs. Il n'y a absolument aucun propos raciste dans tout ça, c'est juste pour expliquer un peu comment ça se passe, parce que c'est quand même assez particulier ici. Et donc depuis, le pouvoir est détenu par la communauté noire. Et le problème, j'en avais parlé un petit peu, c'est qu'il y a énormément de corruption. Et donc, le pays, malheureusement, est petit à petit en train même s'il continue à se développer, est en train de régresser quelque part. Et les pauvres sont de plus en plus Ouais. pauvres et les riches sont de plus en plus riches. Et il y a quand même une middle Mais class tu penses que si qui, le pays se développait, si tu penses que le pays se développait, du coup, il y aurait quand même de plus en plus de travail, en fait, qui s'offre à la bah, population? oui, non, malheureusement, non, il n'y a pas forcément plus de travail qui s'offre parce que le problème, c'est qu'ils veulent effectivement beaucoup plus. Enfin, ils ont mis en place des quotas, des mesures de quotas pour essayer d'embaucher justement une population locale pour les faire accéder à des postes qui étaient détenus avant par les blancs et ils veulent y mettre des noirs aujourd'hui. Le problème, c'est l'éducation, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment investi dans l'éducation. Et du coup, les jeunes qui font leurs études ou qui essayent de faire leurs études n'ont pas les compétences suffisantes pour pouvoir accéder à des postes qui pourraient leur être offerts, mais qui malheureusement ne peuvent pas avoir parce qu'ils Hmm. n'ont pas les compétences suffisantes. Après, il y a une énorme population, je dirais, comment on pourrait les appeler, un peu comme des journaliers en fait. Une population qui essaye de travailler mais qui n'a pas de travail fixe. Il n'y a pas de CDI ici, par exemple. On embauche quelqu'un. Ouais. Bon, il y a des règles, certes, mais je vois typiquement pour tout ce qui est femme de ménage, jardinier et tout ça, on emploie ceux qui sont volontaires à travailler, qui montrent qu'ils ont envie de faire bien, mais du jour au lendemain, on peut les mettre à la porte et leur dire, bah, écoute, on est désolé, mais on va pas te garder et il va se retrouver sans travail. Donc, et ça, Ouais. c'est une grosse partie de la Bon, j'ai population. l'impression qu'il y a un manque de volonté quand même du gouvernement à mettre en place des procédures, ouais. Oui, mais c'est parce qu'ils préfèrent mettre l'argent au mauvais endroit.
Et Oui, du coup, voilà, il y a un an ou deux, il y avait eu des émeutes dans les universités parce que justement, ils voulaient faire payer aux étudiants leurs études et les étudiants disaient, mais attendez, on n'a pas les moyens de pouvoir se payer des études. Jusque-là, vous nous faisiez pas payer quoi que ce soit et aujourd'hui, vous nous demandez de payer des études qu'on n'est pas en mesure de pouvoir payer parce que on essaye de s'en sortir, mais on n'a pas les moyens de se payer des études. Donc, c'est tout un système éducatif qui est un peu compliqué. ouais, ça me paraît assez bancal comme gouvernement. Absolument. C'est vraiment malheureux que, voilà, que quand même sur beaucoup de pays d'Afrique, on se retrouve avec une corruption monumentale dans les gouvernements qui empêche le développement de leur population et de leur pays, quoi. On est absolument d'accord. Au Enfin, Cameroun, au Congo, c'était pareil. Et voilà. Bon, je pense que c'est une mentalité aussi ouais, qui est compliquée à faire changer. à changer, ouais. Mm, mm, mm. C'est ça. Mais alors donc du coup, quand vous arrivez sur place, comment tu gères avec les filles? Donc tu les mets dans des institutions françaises, c'est ça? Et tu Oui, te rapproches du coup de la communauté française, sur place? absolument. Donc en fait, à Johannesburg, donc à Sandton où on est, il y a une école française qui fait de la maternelle à la terminale. À Pretoria, qui est la capitale administrative, il y a une école française rattachée à l'école de Sandton qui va du primaire qui fait que le primaire en fait. Et il y a une autre école française au Cap. Donc effectivement, quand tu arrives en tant que Français, bah, c'est l'école française. Donc elles y sont allées Ouais. dès qu'on est arrivé. Oui, on les avait inscrites à l'avance et elles ont été prises. Ça leur faisait quoi à elles parce que quel âge elles avaient quand vous êtes partis de la France pour aller vous installer en Afrique du Sud? Alors la petite avait 6 ans, donc 8 ans pour la grande. Elles l'ont pas mal pris. Elles savaient que leur papa et leur maman avaient déjà beaucoup voyagé, leurs grands-parents aussi. Donc l'Afrique, on en avait déjà discuté à la maison. Et le fait de devoir partir, le plus dur pour elles, ça a été de quitter les copines en France qu'elles avaient à l'école. Mais elles ont eu beaucoup de plaisir à découvrir le pays en arrivant et elles ont relativement vite oublié que bah, finalement, on reverrait peut-être plus forcément la maison en France, les copines en France, l'école en France. Les premières années, on a essayé de rentrer régulièrement pour justement les reconnecter un peu. Et puis, j'avoue qu'honnêtement, Mmh. là, au fur et à mesure, on ressent moins le besoin de rentrer et elles se sentent chez elles aujourd'hui ici. Ouais. Parce que c'est ce que j'allais te dire quand même, 8 ans, ça me paraît quand même assez, «âgé» entre guillemets pour un enfant à se dire: «Bon bah je vais quitter, mon cercle d'amis et mon environnement, mon confort pour aller dans un pays que je ne connais pas». Donc, comment tu quel outil t'avais mis en place pour les préparer? Est-ce que, je sais pas, je dis des bêtises, des documentaires, sur, sur la vie, en Afrique du Sud? Comment, Non, comment vous aviez fait, rien de spécial, rien de spécial. On a beaucoup discuté avec elles en leur expliquant qu'on allait partir. On a répondu à leurs questions en leur disant que oui, ce serait une nouvelle maison, oui, ce serait des nouvelles copines, une nouvelle école, mais tous les deux, on n'a jamais ressenti le besoin de les surprotéger. Enfin, ça, c'est mon avis à moi, par rapport à un départ, en fait. Parce que bah, moi, Mmh. j'ai passé toute mon enfance et mon adolescence à bouger tous les 2 ans et tous les 3 ans. Mon mari a vécu en Afrique, il est rentré en France en internat à 14 ans, il n'a pas eu le choix. Euh, Moi, quelque part, on leur a pas laissé le choix parce que de toute façon, il n'y avait pas le choix, il fallait partir. Mais voilà, bon, on n'a pas été dur non plus, mais on leur a expliqué qu'il allait y avoir effectivement un nouveau pays, une nouvelle maison, tout ça. Puis à 8 ans, bon, elles se posaient pas trop encore les questions de sécurité, tout ça, c'était pas trop leur préoccupation. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à l'issue de ces 2 ans? Est-ce que vous vous dites: «Bon, ça nous plaît en fait finalement comme vie?» Enfin, je veux dire, tu t'y fais à vivre, dans le hub avec d'autres Français? Enfin, est-ce que du coup, tu as vraiment l'impression de vivre, la vie en local ou?
Est-ce que tu as l'impression d'être immergée dans une mini France à l'étranger, en fait? En fait, donc c'était à 2 ans de détachement. Donc du coup, au bout de 2 ans, normalement, on rentrait en France. Et en fait, au bout de 8 mois, on a fait la demande Mmh. pour rester en contrat local. Donc ça a été accepté. Et au départ, ça nous a jamais. Non, je me suis jamais sentie. Au départ, oui, je vivais beaucoup avec la communauté française parce que tu débarques, tu sais pas où t'es, tu sais pas trop, t'as pas tes repères, donc Bien sûr. d'avoir une communauté française et puis en plus, moi, je parlais pas du tout anglais quand je suis arrivée, en l'occurrence. Et donc, c'était bien sympa d'avoir toute cette communauté française autour de toi. Et puis, en fait, c'est quelque part une obligation dans le sens où tout tourne autour de l'école, surtout à ces âges-là. Et puis, petit à petit, on s'est rapproché on s'est fait des amis et on s'est rapproché de personnes qui, en l'occurrence, pour la plupart, sont des couples mixtes. Donc, l'un des deux est sud-africain ou l'un des deux est anglophone d'une autre nationalité. Et aujourd'hui, après 7 ans, en fait, Mmh. c'est ces amis-là qu'on a gardés. Parce qu'il faut se dire aussi, c'est que quand on arrive dans un pays comme ça, expat, eh bien, les gens bougent. Donc ils s'en vont. Et Ouais. puis voilà, donc des personnes franco-françaises que je connais depuis, qui sont arrivées en même temps que nous, avec qui je m'entends bien, c'est deux familles. D'accord. Et alors, donc vous avez pas voulu prendre l'opportunité potentiellement d'aller, explorer un autre pays, avec, le billet de l'entreprise de ton mari? Non, non, parce que quand on est arrivé ici, on s'est bien plu et puis on n'avait plus envie de bouger. Ouais. C'est, je dirais, l'Afrique du Sud, là où on vit, c'est moitié Afrique, moitié Europe. Il faut être honnête. On a un temps magnifique quasiment toute l'année. On a des maisons immenses, on a des jardins immenses. On a une qualité de vie qu'on n'aurait pas en Europe, avec beaucoup d'avantages de l'Europe parce que les magasins on trouve tout ce qu'on veut quasiment. Le réseau routier est en très bon état avec de très bonnes voitures, donc on vit normalement de ce côté-là. C'est pas, je dirais, comme l'Afrique de l'Ouest où tu as quelques routes qui sont en bon état puis tout le reste c'est de la piste. Mmh. Non, on a trouvé notre bonheur en arrivant ici. Et honnêtement, aujourd'hui, après 7 ans, on n'a absolument aucune envie de rentrer en France ou d'aller ailleurs. Aucune. Mais oui, alors attends, si tu peux nous vendre un peu le pays ou même, le comment tu appelles ça? La banlieue de la capitale. Qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui voilà, qu'est-ce qui fait la richesse de ce pays, surtout en termes de famille? Je veux dire, qu'est-ce que tu as comme activité qui te propose à toi pour tout le monde? Tu Euh, parlais d'un road trip, par exemple, de 3 semaines. Est-ce que tu as d'autres trucs en day to day? Bah écoute, pour tous les jours, on a des salles de sport disponibles pour tout le monde. Ils sont très axés sur le sport ici, ils font beaucoup attention, même s'il y a une population quand même pas mal, assez importante de personnes obèses. Je dois dire que la vie est pas mal axée sur le sport, donc il y a des salles de sport disponibles partout, qui ouvrent à 4h30 du matin si tu veux, donc ça, voilà. Après, Ah les ouais. magasins. Ah, mais il y en a, hein. Si elles ouvrent à 4h30 du matin, c'est que les gens se lèvent pour aller au sport avant d'aller travailler. Ah oui, oui, c'est que manifestement, Ah si, si, ça marche très mais bien. 4h30 du matin, mais qui se réveille déjà à 4 heures du matin? Ouais, bah écoute, il faut savoir qu'en Afrique du Sud, on se lève très tôt, on se couche très tôt. On suit plus ou moins le D'accord. soleil. Et c'est vrai que le soleil se lève entre 4h et 4h30 et il se couche vers 6h30, 7h. Et en hiver, ça peut être même plus tôt. Donc c'est vrai que les gens vivent beaucoup sur sur les heures du soleil. Donc les gens se lèvent très tôt le matin et à 8h, ils sont au boulot et ils ont fait leur sport et voilà, ils ont fait leur activité. Ils sont très contents. Mais alors, attends, je suis en train de me dire, là, si je te propose un enregistrement à 9 heures du soir, mais je suis désolée, je suis en train de te faire faire une nocturne. Non, 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 ça va, non, non. J'avoue, je me couche tôt d'habitude, mais je me couche tôt, mais je m'endors pas forcément à 8h30 ou 9h du soir. Donc, non, non, c'est pas un problème, absolument pas un problème. Mais c'est vrai que les gens Ouais. se lèvent tôt et se couchent tôt.
Après le sport, c'est beaucoup le sport, donc il y a énormément de facilité par rapport à tout ce qui est vélo, escalade, course à pied, salle de gym. Donc, moi, je fais du pilates en l'occurrence 2 fois par semaine et j'en suis très contente. Les filles ont beaucoup d'activités sportives proposées par l'école, donc ça aussi c'est une bonne chose parce que du coup elles font du sport via l'école et c'est sympa. Après, la vie de tous les jours, on sort en voiture tout le temps, donc on se balade quasiment pas à pied. Ou alors il y a des parcs pour aller se balader à pied. Il y a même des parcs réservés pour les chiens. On vit dans les malls, c'est-à-dire dans les centres commerciaux. C'est essentiellement effectivement les endroits où les gens se rencontrent, puisque tout est mélangé, restaurants, magasins, donc les gens se retrouvent là. Et il y a des malls un peu partout, de tailles différentes, mais c'est vrai qu'on se déplace essentiellement en voiture à cause de la sécurité, ce qui est dommage, mais c'est comme ça. Et puis après, pour les week-ends, Ouais. le sport sud-africain préféré, c'est de faire des barbecues. Donc, les gens se retrouvent chez les uns et les autres pour faire un barbecue le samedi ou le dimanche, ou même les deux. Et puis, le barbecue va commencer à 1 heure de l'après-midi, va se finir à 8 heures du soir. Donc, les Oh, gens ça fait passent leur tard! après-midi ensemble. Oui, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Ouais. Mais alors, Euh, et en termes de température, alors on est tablé sur quoi? Est-ce qu'on est sur des températures chaudes? Tu me parles de barbecue, donc j'imagine, je sais pas, je suis en train d'imaginer en comparaison avec l'Australie, par exemple. Mais non, il fait plus froid? non, c'est moins chaud que l'Australie. En été, donc on a notre période d'été en ce moment, en l'occurrence. Là, on n'a pas de chance, on vient d'avoir la fin de la tempête Héloïse, donc on a de la pluie depuis une semaine. Mais globalement, en été, on peut monter à 35. La nuit, ça redescend pas forcément énormément. Après, on a l'hiver. Alors, l'avantage en hiver, c'est qu'il fait très froid la nuit, le soir, le matin, il gèle. Moi, mon jardin a été gelé tous les ans. Mais dans la journée, en fait, ça monte très vite. En l'espace d'une heure, on prend 10-15 degrés. Donc, même en hiver, dans la journée, on peut être en t-shirt ou en petit pull parce qu'il fait bon. Mais j'avoue qu'à partir de 5 heures du soir, ça y est, il fait très froid et puis là, on remet les couches. Donc, globalement, on a quasiment du soleil toute l'année et les températures sont très agréables. 25 degrés un après-midi avec du soleil en hiver, on est content. Donc, on passe quasiment notre vie dehors tout le temps. Et l'école, alors pour les filles, est-ce que c'est le même système qu'aux États-Unis, c'est-à-dire qu'elles démarrent à 7h30, 8 heures du matin et elles ont fini vers 3 heures de l'après-midi, ou c'est comme le système français? Non, exact. En fait, c'est anglophone, donc là, elles commencent à 8h15 le matin, elles finissent à 2h15 ou à 3 heures en fonction des grades. Et ils ont même des activités sportives avant les cours d'école le matin. Ils peuvent avoir Oh purée. piscine ou À certains 4 heures du sports. matin? Non, 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 mais ça peut être, oui, enfin, l'année dernière, j'ai emmené mon aînée pour la piscine à 6h30 à l'école pour qu'elle aille faire sa piscine et après, elle prenait sa douche et elle allait en cours. Donc, D'accord. Bah ouais. purée. Ah oui, donc vous démarrez vraiment très très tôt, hein. Ouais, 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 ouais. Et Ça, les c'est un truc à grands, savoir quand même, hein. bah oui, mais on prend le rythme en fait. On prend le rythme et puis au début, c'est un peu déroutant parce que quand on arrive, on se lève à 8 heures le matin, puis en fait, on se rend compte que tout le monde est déjà debout depuis 2 heures. Tu te dis, bon, ok. Et puis petit à J'ai petit, fait on ma prend grasse le mat. rythme. On fait plus de grasse mat. Bon, moi, j'y arrive plus en tout cas. Une grasse mat, pour moi, c'est me lever à 8 heures. Donc, Mais alors attends, donc et toi alors comment tu occupes tes journées quand les filles elles sont à l'école alors maintenant? alors, j'occupe mes journées. Jusque-là, je me suis jamais ennuyée. Maintenant, je commence un petit peu à réfléchir à peut-être me trouver quelque chose d'un peu plus intéressant à faire. Mais globalement, on est propriétaire de maison depuis 5 ans. Et je t'avoue que déjà, ne serait-ce que l'entretien d'une maison, même si on a un jardinier et une femme de ménage, c'est déjà pas mal de boulot parce que les maisons ici sont construites absolument pas comme en Europe. Donc, il y a toujours quelque chose à faire ou à demander à faire. Donc, on court après les devis. Parce que Comment attends, fais-nous rêver, elle ressemble à quoi ta maison?
Écoute, ma maison en intérieur, on a 680 mètres carrés. D'accord, c'est un peu d'espace. Eux, on a un peu d'espace. Moi, je pense que le temps d'aspirer, t'en as quand même pour quelques heures, quoi. Ça me paraît pas mal. Bon, la maison est grande, oui, les pièces sont grandes, mais on a 3 chambres avec chacune une salle de bain. On a un bureau, on a une grande cuisine avec une arrière-cuisine et un bar. On a 2 salles à manger, dont une avec un bar et puis on a pu mettre notre table de billard dedans. On a un salon et puis on a une salle de jeu et une chambre d'amis. Ça me paraît petit, hein. Vous avez pas aménagé votre propre cinéma. Je suis un peu déçue, quoi. Et Non, vous parce avez qu'on même pas est votre salle de sport? Alors là, si, mon mari est en train de finaliser sa salle de sport. Si, si, il y a encore quelques trucs à faire dedans, justement, mais si. Et puis, Ah, non, salle de cinéma, non, parce qu'en fait, moi, je suis pas du tout télé. En l'occurrence, ça fait 7 ans qu'on est en Afrique du Sud, ça fait 7 ans qu'on n'a pas la télé et ça nous manque pas. Et puis, voilà, mon mari, ouais. lui, s'occupe sur ses écrans avec Netflix et ça lui va très bien. Donc, effectivement, non, on regarde pas la télé, on n'a pas de salle de cinéma. Et alors les filles, tu dirais en 7 ans, comment elles se sont acclimatées au rythme de vie d'Afrique du Sud? Écoute, dans l'ensemble, relativement bien. Je cache pas qu'au début, les premières années, elles réclamaient beaucoup la France. Elles réclamaient leurs grands-parents qui n'étaient pas encore arrivés en Afrique du Sud, donc les 4 grands-parents. Les copines manquaient, mais c'était plutôt côté relationnel, je dirais. Après, pour l'adaptation sur la vie de tous les jours, il y a eu absolument aucun souci. On a forcément dû les briefer sur tout ce qui était mesures de sécurité, aussi bien à la maison que quand on partait en voiture. Et, euh, et aujourd'hui, Ouais, non, aujourd'hui, elles le vivent bien. Elles sont heureuses. Elles sont encore plus heureuses d'avoir changé d'école et d'avoir des amis sud-africains ou internationaux et d'avoir un réseau de copines qui sont dans le coin qu'elles peuvent voir facilement. Donc, ouais. ouais, peut-être les 2 premières années ont peut-être été un peu compliquées sur ce côté relationnel, mais après l'adaptation, elles se sont adaptées très vite. Euh, pour reprendre par rapport aux activités, par exemple, enfin, je veux dire, le pays recèle de tellement de choses à faire. On peut faire des safaris sur un week-end, on peut aller se reposer au bord de la rivière dans des maisons magnifiques, on peut aller à la plage, on prend l'avion, on est à la mer, on prend la voiture, on est à la mer, on est dans les montagnes. Il faut savoir qu'on a des montagnes en hiver qui sont enneigées, il y a même une piste de ski. Donc, Ah ouais? ouais, 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 les autos, il y a une piste de ski. Non, on a essayé un peu de les emmener, leur faire découvrir le pays, puis à nous aussi en l'occurrence. Donc, puis le week-end, elles pouvaient voir leurs amis, elles avaient leurs activités. J'ai ma deuxième et qui a une passion pour l'équitation. Donc ça l'occupe pas mal aussi. Donc non, je dirais Hmm. qu'aujourd'hui elles sont épanouies. Ouais, écoute, tu le vends très bien en tout cas, l'Afrique du Sud. Du coup, quel conseil, par exemple, tu aurais à donner à des familles qui souhaitent s'expatrier en Afrique du Sud? Bah, je leur dirais qu'ils n'hésitent pas à venir parce que je suis pas la seule. Tous les expatriés qui sont passés par l'Afrique du Sud ont tous beaucoup aimé, même si certains ont eu des incidents. Mais ouais, enfin, c'est vrai que je stressais avant de partir, mais j'avoue que ce que j'ai découvert en arrivant m'a donné envie de rester et aujourd'hui, j'ai absolument aucun regret. Faut tenter l'aventure. Après, ça ne convient peut-être pas forcément à tout le monde, mais globalement, c'est un pays qui est quand même magnifique. On reste conscient qu'il y a de l'insécurité et on essaye d'être vigilant par rapport à ça. Maintenant, le risque zéro n'existe pas, mais il faut venir. C'est un pays qui est tellement riche d'histoire et de paysages les gens sont heureux ici. Et même je dirais les locaux, aussi bien blancs que noirs, sont aimables, sont agréables, sont souriants. On va dans les magasins, c'est toujours un bonjour, c'est toujours un merci.
on se fait à peine bousculer, c'est un Mmh. sorry, voilà, enfin, les gens sont très agréables à vivre aussi. Donc, je dirais pourquoi ne pas rester? Parce que finalement, la vie est bien agréable, oui. Oui, alors donc du coup, vous imaginez rester, là-bas combien de temps? Ah Enfin, ben, j'imagine que du coup son contrat est renouvelé ou non? Non, il est passé en contrat local maintenant, donc il a plus de «deadline» entre guillemets, non, ton mari? oui, oui, il est en contrat local. Donc, bah, pour mon mari, c'est jusqu'à sa retraite, hein, sauf si économiquement ou politiquement, ça se passe pas bien. Mais on Ouais. n'envisage absolument pas de bouger. Les filles iront faire leurs études où elles auront envie d'aller faire leurs études, mais nous, on reste là. Tu peux me rappeler, en termes d'heures d'avion, t'en as pour combien entre Johannesburg et Paris, par exemple? Bah, en fonction du décalage horaire, c'est 10 heures ou 11 heures de vol. OK. Oh bah, écoute, on est pareil. C'est pareil que la Californie, du coup. Ça fait Ouais. quand même long, hein. Bah, en fait, là, jusqu'à maintenant, c'était toujours des vols de nuit. Donc, en fait, ça va, ça se passe bien parce que comme c'est des vols de nuit, on n'est pas, et puis il y a qu'une heure ou pas du tout d'heure de décalage horaire, en fait. Donc, c'est vrai qu'on le C'est vit bien, vrai, ça le c'est le point voyage. positif. Ouais. Et puis là, en plus, j'imagine avec ta belle famille qui est arrivée sur place, aucune volonté de retourner où que ce soit, quoi. On avait dit à mes beaux-parents, de toute façon, que vous soyez là ou vous soyez pas là, on restera en Afrique du Sud. Et puis, bah, effectivement, on est très très heureux qu'ils soient avec nous. Et c'est un bonheur pour les filles d'avoir au moins un des deux grands-parents, enfin un des deux couples de grands-parents ici. Puis bon, Ouais. j'avoue que moi aussi c'est sympa. Enfin, je veux dire, le matin, j'appelle ma belle-mère, je peux passer prendre un café, et ben, je vais la voir comme je vais voir mes amis passer les voir pour prendre un café. Et puis, c'est vrai qu'on se rend service mutuellement et on profite d'eux aussi le week-end. Donc, non, c'est chouette. Enfin, ouais, on est heureux. Ouais. On est heureux là. Bon, bah, écoute, comme quoi c'est un beau bilan quand même à tirer. C'est que, tu vois, tu expliquais que c'était ton dernier choix dans la liste, Mhm. que ça t'inquiétait un peu et qu'au final, tu te dis, mais waouh, quoi, quelle idée de ne pas avoir tenté potentiellement plus tôt, quoi. C'est ça qui est dingue. Bah Se, oui, en se fait, méfier des apparences, quoi. absolument, absolument. Et alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors pour la suite, en dehors du Covid? Oui, en dehors du Covid, bah écoutez, normalement on doit rentrer cet été au mois d'août en France, donc on espère qu'on va pouvoir le faire. Après, bah, les filles, moi, je leur souhaite qu'elles puissent accéder aux études qu'elles ont envie de faire plus tard. Et ça va vite arriver finalement, puisque dans 3 ans, l'aîné a terminé, donc Mhm. ça va vite. Et puis, bah, nous, on espère pouvoir rester là le plus longtemps possible. Ouais. Tu t'apprêtes quand même. Donc attends, là, l'aînée, elle doit avoir quoi? 13, 14 ans, c'est ça? Elle a 15 ans, oui. Elle vient de rentrer en grade 10, qui est la Plus? seconde. Ouais. Ouais, Donc, ouais. ouais, dans 3 ans, elle a fini. Tu vas t'imaginer alors, toi, en tant que maman, de la voir partir si elle veut aller faire ses études en France, par exemple, et te se dire, ma fille, elle est quand même à 10, 11 heures d'avion de moi. Enfin, c'est quand Mmh. même, Bah, ça va écoute, faire bizarre, quoi. oui, je commence à y penser un petit peu. J'ai encore du mal, mais bon, c'est ce que je disais à mon mari. J'ai dit: «Moi, je veux bien rester ici, mais il faut que je puisse avoir la possibilité de pouvoir prendre un avion et en tout cas de pouvoir voyager facilement si jamais il y a besoin, que je me rende auprès de mes filles, une fois qu'elles auront quitté la maison». Oui, parce que c'est quoi, là, leur projet à elles? C'est d'aller en France? Non, elles ont pas envie de rentrer en France. En l'occurrence, il y a bah, donc mon aînée, elle souhaiterait faire une école d'ingénieur et elle a pas encore trop d'idées sur, l'endroit où elle voudrait aller. Et la deuxième, Hmm. pour le moment, est sur des études de vétérinaire qu'elle voudrait faire en Angleterre. Donc, on verra. D'accord. On reste sur l'équitation. Oui. Bah écoute, en tout cas, Afrique du Sud, une belle surprise et une belle découverte. Et encore une fois, ça nous montre bien qu'il faut pas se fier qu'aux clichés qu'on peut entendre d'un pays, quoi. Absolument, tout à fait d'accord. Bah écoute, non, je te remercie, Delphine,
pour ton témoignage. J'espère que ça va rassurer certaines familles qui osent pas trop franchir le pas de l'Afrique du Sud. Et puis, non, vraiment, merci beaucoup. Je t'en prie, c'était avec plaisir. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, pour poursuivre la conversation. Moi en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!